Imaginez un écrivain accompli qui, après des années de rejet, décroche enfin un contrat d'édition majeur pour ensuite procrastiner sans fin sur son manuscrit jusqu'à ce que la date limite passe. Ou pensez à un athlète talentueux qui s'entraîne sans relâche pour des sélections olympiques, mais qui, au dernier moment, commet une erreur évitable lui coûtant sa place. Ces cas ne relèvent pas simplement de la malchance ou d'un manque de discipline. Ce sont des exemples d'autosabotage, un phénomène déroutant où les personnes compromettent leur propre succès alors qu'il est à portée de main. La vérité est que beaucoup d'entre nous craignent inconsciemment plus la réussite que l'échec. Cette tendance contre-intuitive découle d'un conditionnement psychologique profond, enraciné dans les expériences de l'enfance, renforcé par les attentes sociétales et alimenté par des croyances internalisées comme le syndrome de l'imposteur et l'impuissance apprise. L'autosabotage n'est pas simplement de la paresse ou un manque de motivation. C'est un mécanisme de défense, une façon de nous protéger des menaces cachées que le succès peut apporter, des attentes accrues, la peur d'être démasqué comme un imposteur, ou même l'inconfort de dépasser nos anciennes identités. Comprendre pourquoi nous agissons ainsi est la première étape pour briser ce cycle. L'autosabotage est l'acte de saper ses propres objectifs, souvent sans en avoir conscience. Il se manifeste par des comportements contre-productifs, retarder des tâches cruciales, se fixer des standards impossibles ou sombrer dans le doute de soi au moment où des progrès sont réalisés. Ces actions créent l'illusion du contrôle tout en nous maintenant dans des schémas familiers, même lorsque ces schémas nous freinent. La procrastination est l'une des formes les plus courantes d'autosabotage. Nous évitons d'agir jusqu'à ce que la pression devienne écrasante, nous empêchant de performer à notre plein potentiel. Le perfectionnisme, un autre comportement subtil mais destructeur, nous persuade que si quelque chose n'est pas impeccable, il ne faut même pas l'essayer, paralysant tout progrès au nom de standards élevés. Le doute de soi et les pensées négatives renforcent l'idée que nous ne sommes pas capables ou dignes de réussir, tandis que le fait de trop s'engager ou de créer des distractions inutiles nous éloigne de l'essentiel. Au fond, l'autosabotage opère à un niveau subconscient parce que le cerveau privilégie la sécurité et la familiarité plutôt que la croissance. Même lorsque nous désirons consciemment la réussite, nos instincts profonds peuvent y résister, redoutant les risques inconnus du changement, que ce soit la peur du jugement, de l'échec ou même de surpasser les autres. L'esprit préfère rester dans une lutte prévisible plutôt que de s'aventurer en territoire inconnu, où l'échec semble plus menaçant que la stagnation. Reconnaître ces schémas est la première étape pour les démanteler. Les racines de l'autosabotage remontent souvent aux expériences précoces, où les messages des figures d'attachement façonnent nos croyances sur la valeur, la réussite et l'échec. Les enfants absorbent non seulement ce qu'on leur dit explicitement, mais aussi les règles non écrites de leur dynamique familiale. Si l'amour ou l'approbation étaient conditionnels, accordés uniquement pour des réussites exceptionnelles ou retirés dans les moments difficiles, ils grandissent en associant le succès à l'acceptation et l'échec à l'abandon. Cela crée un lien dangereux entre performance et estime de soi, où les erreurs semblent catastrophiques plutôt que des étapes naturelles de croissance. Pour certains, se démarquer avait des conséquences, être moqué pour frime, réprimandé pour éclipser ses frères et sœurs, ou même puni pour attirer trop l'attention. Avec le temps, le cerveau apprend qu'exceller provoque de l'inconfort, jalousie, pression ou isolement. Une peur cachée se développe alors, celle d'être trop brillant, trop visible, trop différent de son entourage. Les enfants s'adaptent pour survivre à leur environnement, et si la réussite dans l'enfance rimait avec tension, critique ou solitude, le subconscient peut continuer à l'éviter à l'âge adulte. Ce qui les protégeait autrefois, rester discret pour éviter les conflits, modérer ses talents pour préserver l'harmonie, devient une barrière invisible à l'épanouissement. Sans s'en rendre compte, il rejoue ses anciennes stratégies de survie, s'auto-sabotant non par paresse, mais parce qu'une partie d'eux croit encore que s'élever trop haut est dangereux. S'en libérer exige de reconnaître ces schémas ancrés et de réécrire le récit selon lequel la réussite doit nécessairement avoir un coût personnel. Le syndrome de l'imposteur est cette sensation persistante d'être un imposteur, la conviction que ses accomplissements sont immérités malgré des preuves évidentes de compétence. Ceux qui en souffrent attribuent leur succès à la chance, au timing ou à une tromperie ayant conduit les autres à surestimer leurs capacités. Les symptômes incluent un doute chronique, la peur d'être démasqué et l'incapacité à s'approprier ses réussites, quelles que soient les validations externes reçues. Ces origines remontent souvent à l'enfance, où des standards perfectionnistes étaient imposés par les parents, les enseignants ou la société. Un enfant félicité uniquement pour des performances impeccables apprend que les erreurs équivalent à l'échec et que tout ce qui n'est pas parfait est inacceptable. Les pressions culturelles exacerbent cela, surtout pour ceux évoluant dans des espaces où ils se sentent marginalisés, femmes dans des milieux masculins, professionnels de première génération, ou minorités dans des environnements homogènes. Le message implicite devient « Tu n'es pas à ta place ici ». Ce mindset alimente l'autosabotage de manière insidieuse.
La réussite déclenche de l'anxiété plutôt que de la fierté, car elle semble imméritée, conduisant à des comportements qui sapent inconsciemment le progrès. La procrastination, la minimisation des succès ou l'évitement des défis deviennent des moyens de gérer la peur d'être découvert. L'ironie cruelle est que chaque acte d'autosabotage sert ensuite de preuve d'incompétence, renforçant le récit de l'imposteur. Un cercle vicieux s'installe. Réussite génère de l'anxiété, conduisant à l'autosabotage qui confirme la croyance d'être un imposteur, approfondissant encore le syndrome. S'en libérer exige non seulement de reconnaître le schéma, mais de réécrire activement le script interne qui associe valeur personnelle et perfection. L'impuissance apprise est un état psychologique où une personne devient convaincue qu'elle n'a aucun contrôle sur sa vie, même lorsque le pouvoir de changer existe. Ce mindset se développe lorsque des efforts répétés pour influencer son environnement échouent, sont critiqués ou ignorés, enseignant au cerveau que l'action est inutile. Avec le temps, l'individu cesse d'essayer, non par manque de capacité, mais parce qu'il a internalisé l'idée que rien n'y fera. Ce conditionnement commence souvent dans l'enfance. Un enfant confronté à des échecs constants sans soutien, critiques dures, négligence ou résultats imprévisibles apprend à associer l'effort à la déception. Peut-être ses tentatives pour résoudre des problèmes ont-elles été rejetées, ses échecs punis ou ses succès ignorés. Les figures d'autorité ont pu renforcer cela en intervenant trop vite, sous-entendant son incapacité ou en minimisant ses difficultés jusqu'à ce qu'il abandonne. La leçon devient claire, résister est futile. À l'âge adulte, l'impuissance apprise se manifeste comme une forme silencieuse mais puissante d'autosabotage. Les opportunités sont accueillies avec résignation plutôt qu'initiative. Les défis sont évités non par peur, mais par certitude que l'effort est vain. Même face à une voie claire, la personne reste passive, piégée dans un cycle d'inaction qui confirme sa croyance en son impuissance. S'en libérer demande plus que de la motivation. Il faut réapprendre que l'effort compte, une petite victoire à la fois. La peur cachée de la réussite. En surface, la réussite semble universellement désirable, la récompense du travail, la validation des efforts. Pourtant, sous le désir conscient d'accomplissement se cache souvent une terreur silencieuse de ce que le succès pourrait réellement impliquer. Contrairement à la peur de l'échec, clairement assumée, la peur de la réussite opère dans l'ombre, déguisée en procrastination, doute de soi ou perte soudaine de motivation lorsque le but est proche. La réussite exige une transformation. Et le changement, même positif, bouleverse notre équilibre psychologique. Avec elle viennent de nouvelles responsabilités, des attentes plus élevées, une visibilité accrue et la pression de maintenir ce qui a été acquis. Pour certains, ce poids écrase plutôt qu'il n'élève. Il y a aussi la crainte relationnelle non dite qu'évoluer au-delà de son environnement signifie laisser des gens derrière soi, affronter des ressentiments, ou perdre le confort des luttes familières. La réussite peut isoler autant qu'elle élève, créant une solitude que le subconscient cherche à éviter. Plus insidieusement, le succès amplifie le syndrome de l'imposteur, rendant l'individu hyperconcis de ses inadéquations. Chaque étape franchie devient non une victoire, mais un nouveau piédestal d'où il pourrait tomber. Le cerveau s'accroche au connu, même si c'est la lutte ou la médiocrité, car le prévisible semble plus sûr que l'inconnu, aussi gratifiant soit-il. Ce paradoxe est au cœur de l'autosabotage. L'échec, malgré sa douleur, est un territoire familier. La réussite, elle, est une terra incognita et l'esprit humain traite l'inconnu comme une menace. Reconnaître cette résistance cachée est la première étape pour faire la paix avec l'accomplissement. Briser le cycle. Pour vaincre l'autosabotage, il faut commencer par la conscience de soi. Observer sciemment les moments où nous nous autosabotons, procrastination, perfectionnisme, perte de motivation, non comme des échecs personnels, mais comme des indices de peur profonde. Retracer ces comportements jusqu'à leurs origines crée un espace entre l'instinct et l'action, nous permettant d'interrompre des réponses automatiques qui autrefois nous protégeaient, mais nous limitent désormais. Le travail intérieur est la clé. Les techniques de reparenting aident à réécrire nos schémas en nous offrant la compassion et l'encouragement qui nous ont peut-être manqué enfants. Il s'agit de défier des croyances comme « je dois être parfait pour être aimé » ou « réussir fera de moi une cible » et de les remplacer par des vérités affirmant que notre valeur existe indépendamment des résultats. Les affirmations seules ne suffisent pas. Elles doivent s'accompagner d'expériences tangibles contredisant l'ancien récit, enseignant peu à peu au système nerveux que réussir peut rimer avec sécurité. Des outils pratiques structurent cette transformation. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, démontre les liens mentaux entre succès et danger, tandis que le journaling révèle les déclencheurs récurrents et les émotions sous-jacentes. Des expositions graduelles à la réussite, via des objectifs gérables et célébrés, reconstruisent la confiance étape par étape, prouvant notre compétence sans submerger le psychisme. Enfin,
Il s'agit de redéfinir la réussite non comme une menace, mais comme un terrain solide où croissance et appartenance coexistent. Le cycle de l'autosabotage se brise quand nous comprenons que ce que nous craignions n'était jamais le succès lui-même, mais les récits obsolètes que nous y avions attachés. La peur de la réussite n'est pas un défaut, mais une réponse apprise, une stratégie de survie forgée dans l'enfance et renforcée par des expériences associant succès à un coût caché. Ce que nous confondons avec paresse ou incompétence est en réalité une tentative subconsciente de nous protéger de menaces perçues, vulnérabilité face à la visibilité, poids des attentes ou solitude liée à l'évolution. Pourtant, ce mécanisme de protection devient une prison s'il reste inconscient. Les mêmes comportements qui nous protégeaient jadis nous empêchent désormais de réaliser notre potentiel. La libération passe par l'examen de ces schémas. En comprenant leurs racines et en questionnant leur validité, nous reprenons le pouvoir de choisir différemment. La réussite cesse d'être une menace pour devenir quelque chose avec laquelle nous pouvons faire la paix, consciemment et progressivement. Réfléchissez Y. Souvenez-vous des moments où vous avez hésité au seuil de quelque chose de grand, où vous avez inexplicablement reculé face à une opportunité. Sous les justifications rationnelles, quelle peur murmurait? La reconnaître est la première étape pour la désamorcer. La vie que vous désirez n'est pas derrière des portes verrouillées, elle est de l'autre côté des récits que vous avez cessé de vous raconter.